Votre pourquoi, c'est ça qui va déterminer ensuite qu'est-ce qu'il vous faut, qui vous êtes. C'est pas comme de la neige ou de la pluie qui tombe et qu'on est là à récupérer ça. La première chose que vous tentez va être une réussite. Là, dans la majorité des cas, c'est pas du tout le cas. Des réunions que sinon tu n'aurais pas la chance d'y participer. Là, j'aurais été classée réseau l'interprète, réseau la MC. Pour en arriver là, il fallait des fois que déjà que je me mette sur le terrain. Et c'est là que j'ai toqué à toute époque. Je pense que c'est ça vraiment qui a pu me forger, qui a pu me montrer. C'est pas tout le monde qui va se lancer dans l'entrepreneuriat. Je dirais même qu'il faut avoir un petit peu de folie pour y rentrer, parce que des fois tu te jettes et t'as peut-être pas tout qui va fonctionner. Là, il faut regarder et voir, ok, est-ce que j'ai toutes les compétences? Est-ce que j'ai tous les outils dans ma boîte à outils? Si tu n'aurais pas fait cet échec-là, c'est que tu n'aurais jamais essayé quelque chose. Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Yanni Podcast. Aujourd'hui, nous abordons un sujet central pour notre génération, comment identifier, comprendre et saisir les opportunités dans un monde en constante évolution. Que vous soyez étudiant, entrepreneur, créatif ou simplement en quête de sens, cet épisode est pour vous. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir une invitée dont le parcours et la vision inspirent. Salam alaikum, je m'appelle Raissa Mohamed Ismail, je suis cofondatrice et directrice générale de Arai Consulting. C'est un cabinet stratégique de conseil et de gestion de projets. Ma réalité entrepreneuriale avec 3 mots, je dirais l'audace, la curiosité et la ténacité. Merci Raissa d'avoir accepté notre invitation et de participer à Yanni Podcast, là où on parle que de l'entrepreneuriat. Et vous venez de dire les 3 mots magiques pour vous en matière d'entrepreneuriat. On se retrouve à ces lieux mythiques de l'entrepreneuriat, clé centre de leadership de l'entrepreneuriat. C'est un endroit où on accompagne les jeunes, on renforce leur capacité à transformer leur idée en entreprise. Donc ça s'y prête, l'endroit ça s'y prête. Mais bon, parlons maintenant, c'est à quoi on est venu aujourd'hui ici, c'est l'opportunité. L'opportunité, c'est un mot, tout, mais qui englobe beaucoup de choses. Donc, selon vous, quand vous entendez les mots opportunité, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Qu'est-ce que vous pensez exactement tout de suite quand vous entendez le mot opportunité? En premier lieu, merci beaucoup pour cette invitation. Ça fait vraiment plaisir de faire partie de ce podcast avec vous. Et qu'est-ce que j'entends du mot opportunité? Moi, je dirais que c'est plutôt un problème à résoudre. Donc, si vous avez une frustration, si vous voyez qu'il y a une lacune, peu importe, vous avez un problème à résoudre, il faut que vous vous dites que ça équivaut opportunité. Ok, très bien. Mais quand on met ça dans une situation d'entrepreneuriat, quand on veut entreprendre quelque chose, aujourd'hui, on parle toujours, il faut saisir les opportunités. Bien sûr, il faut saisir les opportunités. Mais comment les savoir, les opportunités? Comment les reconnaître? Et dans votre parcours, vous-même, toi-même, je vais vous tutoyer. Donc toi-même, comment tu as pu différencier ou comment tu as saisi les différentes opportunités qui se sont présentées à toi? Le premier travail, c'était un travail en soi, de découverte. Il fallait déjà que je commence à savoir qui est-ce que j'étais, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui donne raison, on va dire, à tous les jours lorsqu'on se réveille. On a tous une mission, je veux dire, il faut toujours se demander, c'est quoi ton pourquoi? Et il faut que ton pourquoi, de lorsque tu te lèves chaque matin, doit être plus grand que toi-même. Parce que si c'est juste pour ton gagne-pain, si c'est juste pour la routine, à un moment donné, vous allez pas peut-être aller plus loin que ça. Et peut-être que l'impact ne va pas être au-delà de ça. Mais si vous voulez voir plus large, il faut vraiment repenser à c'est quoi ce pourquoi-là. Si votre pourquoi, c'est ça qui va déterminer ensuite qu'est-ce qu'il vous faut, qui vous êtes. Et souvent, on n'a pas tous les outils qui va faire en sorte qu'on va être prêt
à recevoir une certaine opportunité. Je veux dire, quand on parle d'opportunité, ce n'est pas comme de la neige ou de la pluie qui tombe et qu'on est là à récupérer ça avec nos mains ou avec des seaux. Mais une fois qu'on fait ce travail-là vraiment en interne de savoir qui on est, qu'est-ce qui nous passionne, c'est quoi notre pourquoi de tous les jours, c'est quoi notre mission ici, quel impact est-ce qu'on veut avoir. Là, il faut regarder et se dire, OK, est-ce que j'ai toutes les compétences? Est-ce que j'ai tous les outils dans ma boîte à outils? Souvent, c'est non, on n'a pas tous les outils dans notre boîte à outils. Alors, dans ce cas-là, il faudra peut-être voir autour et qui a cette compétence-là, qui a d'autres outils à rajouter dans la boîte à outils. Ou, sinon, il faut faire peut-être d'autres formations, avoir des certifications. Et par la suite, il faut tenter. Ça ne veut pas dire que la première chose que vous tentez va être une réussite. Dans la majorité des cas, ce n'est pas du tout le cas. C'est après avoir réessayé plus d'une fois qu'on apprend des leçons et on réessaye. Mais les opportunités sont partout. Et c'est surtout lorsque vous voyez qu'il y a un problème qui a besoin d'être résolu. Et si vous pouvez porter une solution à cette problématique-là, peu importe que ce soit au niveau d'un service ou au niveau d'un produit ou au niveau de votre expertise, peu importe à quel niveau que ça peut l'être, c'est à ce moment-là que vous pourrez saisir ces opportunités, ou au moins commencer à les identifier. Comment on identifie les opportunités? Comment je peux savoir que ça, c'est une opportunité? Est-ce qu'il y a des techniques? Est-ce qu'il y a des capacités? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel il faut apprendre pour pouvoir savoir quand est-ce qu'une opportunité est là et quand est-ce qu'il faut la saisir? Je ne pense pas qu'il y ait toujours un moment opportun pour saisir une opportunité. Des fois, ce n'est pas le bon moment, on va dire, mais déjà de se faire connaître. Là, si je prends dans mon exemple, lorsqu'on avait commencé la boîte, l'opportunité que j'avais vue là, c'était qu'il y avait un réel besoin de cabinet de conseil et de gestion de projet. Ça, j'avais vu qu'il y avait un manque. Et c'était après 3 ans avoir passé à Djibouti. Ces 3 premières années-là, au tout début, l'opportunité que moi j'avais vue au début, c'était tout simplement quelles compétences est-ce que j'ai maintenant et qu'est-ce que je peux faire actuellement. J'ai vu qu'en particulier, je gérais très bien l'anglais et le français. Et donc, je suis allée vers l'interprétariat. Je savais que pour l'événementiel, c'était une compétence que j'avais depuis plusieurs années. J'avais commencé ça même au niveau de l'université, tout ce qui était gestion d'événements, etc. Donc, je me suis dit, ça peut être aussi ma plus-value. Mais je savais que ce n'était pas la destination finale. Je veux dire, aujourd'hui, même si je fais toujours quelques travaux dans le côté événementiel, mais c'est un peu plus restreint au niveau de maîtresse de cérémonie ou au niveau de modération ou de facilitation lorsqu'il y a des dialogues. Mais je pense que pour en arriver là, il fallait déjà que je me mette sur le terrain. Et c'est là que j'ai toqué à tout départ. Déjà, j'ai fait une recherche. J'ai vu qu'est-ce qu'il y a comme boîte de société d'interprétariat à Djibouti. Quels seraient les clients potentiels, à qui est-ce que je pourrais essayer de voir. Donc, je pense que les opportunités, il faut déjà savoir qu'est-ce que vous avez dans votre boîte à outils, comme j'avais dit plus tôt, et ensuite voir comment ça peut être applicable par rapport à l'impact que vous voulez avoir. Dans le monde du business, ou ce qu'on dit, souvent moi j'ai l'expérience avec les startups aussi, ce qu'on leur demande à eux, c'est de faire juste une étude de marché assez basique et essayer de voir où sont ce qu'on appelle les pain points. Okay. Donc les pain points, si je peux traduire ça, ce sont les points de douleur. C'est une traduction directe, mais ce sont des points où, dans la société, dans toute société, nous avons quelques difficultés, que ce soit au niveau d'infrastructures ou des défis, des difficultés peut-être à avoir accès à des marchandises dans un temps assez rapide. Donc, il faut identifier les problèmes à résoudre. Il faut identifier vraiment c'est quoi les pain points et ensuite, parmi ça, qu'est-ce que tu peux résoudre. Et là, si tu peux le faire toi-même, vas-y. Souvent, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut s'entourer d'une équipe ou avec des expertises qui peuvent complémenter la tienne, en complément de la tienne. Ok. Alors, en matière d'opportunités, est-ce que le relationnel joue aussi un point central? Parce que rencontrer des gens, échanger les cartes de visite, discuter avec eux,
je pense qu'on a, dans notre société, on a un problème. On rencontre beaucoup de gens, mais on ne valorise pas ces relations pour pouvoir les utiliser plus tard, que ça peut ouvrir des portes. Est-ce que ça aussi, on voit comme des opportunités? Oui, bien sûr, c'est extrêmement important le carnet d'adresses. Je veux dire, c'est très très important. Et même si au tout début, lorsqu'on rencontre une personne, peut-être qu'on ne va pas savoir quelle potentielle opportunité cela peut mener, mais il faut toujours rester ouvert à la possibilité ou la potentialité que ça peut ramener à une collaboration. Au tout début, lorsqu'on se faisait connaître, j'étais sur LinkedIn, tu vois, j'essayais de connecter avec plein de personnes. Ou lorsque je rencontrais des personnes et qui partageaient avec moi leur parcours et ce qu'ils sont en train de faire, et je leur demandais toujours, s'il y a des opportunités de collaboration, quels seraient vos plus grands besoins? Donc il faut rester curieux à demander c'est quoi les besoins qu'ils ont, c'est quoi les problèmes qu'ils ont. Et souvent, vous allez voir qu'il y a certains éléments qui vont revenir, que vous allez pouvoir identifier, vous retrouver et être bien situé pour y résoudre. Ok. Parlons un peu de réseau. Réseau alors. Réseau, interprétariat, maîtresse des cérémonies, événementiel, organisation des événements, puis gestion des projets, conseil et accompagnement d'entreprises et gestion de projets. Comment on s'y trouve dans tout ça? Attends, vous allez rigoler, il y en a une que je ne vais pas mentionner. Au tout début à Djibouti, juste avant Covid, j'avais aussi monté une boucherie. Une boucherie, ok. Familiale. Ok. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça avait marché jusqu'à ce qu'il y avait le Covid. Ouais. Et donc, tout ce qui était non-essential, donc on ne peut pas continuer à opérer, on a vendu. Ok. Et comment cette opportunité est venue vers toi? C'était très simple, c'est la même conversation qu'on a eue, mais que j'avais eue avec la femme de mon père. Et elle voulait lancer un business, mais quelque chose qui lui permettait aussi d'être présente à la maison, qui n'allait pas lui demander trop de temps, et qui allait toujours avoir des clients. Alors ça, c'est sûr que lorsqu'on parle de tout ce qui est alimentation, c'est sûr que vous avez des clients. Mais on s'est focalisé sur le volet boucherie, parce qu'on a vu que ce n'était pas encore trop saturé. Et on pouvait se démarquer en démontrant une boucherie familiale, mais qui était assez propre. Et qui pouvait même faire des différentes cuts steak qu'on ne voyait pas ici. Par exemple, le T-bone steak ou le sirloin. Et donc, on avait beaucoup d'intérêt des différentes segmentations de clients, on va dire. Mais oui, la conversation, je pense qu'on n'avait pas pris énormément de temps. Une fois qu'on s'était décidé ce qu'il fallait faire, the next thing, c'était d'aller en ligne, essayer de contacter plein de tout ce qui était supplier au niveau de Dubaï, commencer à négocier avec eux. Ensuite, on a fait un voyage d'affaires là-bas. Et bon, oui, c'est vrai, avant ça, il fallait déjà qu'on choisisse la salle, qu'on fasse un peu le décor, trouver le staff, trouver déjà un boucher qui pouvait faire le travail et tout. Et j'ai fait un peu d'introspection aussi pendant qu'on faisait tout ça, lorsqu'on était revenu de Dubaï et qu'on mettait ça en place. Chaque événement social, chaque sortie de restaurant, à chaque fois que je voyais des personnes, je parlais de la boucherie. Donc, et je leur disais, écoutez, est-ce que vous êtes intéressés? Quand vous faites vos achats, c'est quel type de viande que vous aimez acheter? Qu'est-ce que vous préférez, etc. Donc voilà. Et même ça, j'ai beaucoup appris. Franchement, c'était une expérience. C'est une expérience. Ok. Dans ta carrière, tu es amené aussi à accompagner de jeunes entrepreneurs, je crois, à des startups. Donc à travers le cabinet de conseil. Quelle était l'expérience? Qu'est-ce que tu as pu en tirer comme expérience? Est-ce qu'il y avait des choses que tu ne savais pas que tu as appris là-bas? Quelle était l'ambiance avec ce jeune entrepreneur qui venait juste à entreprendre? Et ils avaient quelle relation ils avaient avec les opportunités? Comment ils voyaient saisir une opportunité? Ok. Je pense que c'est une question très intéressante parce que la réponse donnera, on va dire, un exemple de comment le parcours a été, de comment j'ai identifié les opportunités, etc.
Bon, bien que mon background éducationnel et académique, c'est très différent que le monde des affaires, lorsque j'étais venue ici à Djibouti, même avant le programme avec le Clé et Djibouti Startup, j'étais toujours intéressée dans tout ce qui était entrepreneuriat, surtout avec les jeunes. Et il y avait le African Innovation Week, dont vous étiez là aussi, durant le Covid, en 2020. Ensuite, il y avait le Day Startup. Et donc, différentes itérations, mais à chaque fois dans le même univers. Lorsqu'il y avait la création du nouveau ministère, et je me suis dit, ça serait peut-être le moment de me faire connaître. Et le premier travail que j'ai eu avec eux, c'était interprétariat. Ok. Oui, c'était interprétariat. C'était pas que avec eux, mais c'était également avec GIZ, qu'on avait déjà l'habitude de travailler avec. En tout cas, plein d'autres qu'on avait déjà l'habitude. Et donc, avec le MENI, et je faisais également l'événementiel aussi. Donc, le premier événement du MENI, du ministère d'économie numérique et d'innovation, qui était le lancement de leur feuille de route, j'étais là. J'étais là pour MC. Et par la suite, chaque fois qu'ils avaient des réunions techniques par rapport à leur initiative de e-governance. Excuse-moi, pendant que tu es là en train de travailler sur ça, est-ce que tu chasses aussi les opportunités? Tu regardes un peu Mais bien sûr. Quelles autres opportunités? Mais bien sûr. Okay. C'était l'idée même pourquoi je me suis dit, je vais commencer dans le côté événementiel avant de structurer la boîte. Parce que pour moi, je ne voulais pas rester dans le volet événementiel. Pour moi, c'était plutôt une plateforme pour apprendre à connaître des personnes, faire un réseau. Maintenant, pour le côté interprétariat, c'était très intéressant parce qu'on te met dans des réunions que sinon tu n'aurais pas la chance d'y participer, dans différentes thématiques. Et là, tu sais très rapidement les projets, tu arrives à suivre qu'est-ce qui se passe à Djibouti, quel ministère est en train d'entreprendre quel projet, qui est financé par quel partenaire. Et très vite, tu commences à te faire un petit réseau, voilà. Des petites relations. Exactement. Et c'était grâce à ça, le fait que le MENI déjà, ils me voyaient, ils me commençaient, mais pas que eux. C'était avec aussi le Estonia Development, lorsqu'ils avaient commencé à faire leur feuille de route aussi sur l'initiative de e-governance et cybersécurité pour la Corne d'Afrique. Il y avait différentes parties prenantes pour différents volets du projet. Et je n'étais pas la seule, mais on travaillait avec une petite équipe. Et c'était assez intéressant. Et lorsque l'opportunité est venue pour la boîte marocaine, dont je l'avais déjà rencontré en amont, le directeur général, et via d'autres réunions, d'autres événements, etc. Lorsque sa boîte avait remporté l'appel d'offres pour ce projet-ci au nom pour le compte du Clé, sur le projet de Startup Djibouti, il a fait appel à moi. Pourquoi? Parce que non seulement lorsque j'étais là dans les différents événements et dans les réunions pour faire l'interprétariat, etc., lors des pauses, lorsqu'on avait les pauses café ou déjeuner, et qu'on me demandait « Ok, mais qu'est-ce que vous aimez faire? Vous êtes interprète pendant combien de temps ?» Je leur parlais un peu de moi-même, mais je m'assurais aussi de leur parler de mes ambitions aussi. Je leur dis « Oui, je suis interprète, oui, je fais MC, mais je suis très intéressée à l'accompagnement entrepreneuriat. » J'ai déjà travaillé avec African Innovation Week, on a déjà fait l'événement aussi, on a déjà fait des partenariats à 10. J'ai déjà eu l'expérience aussi avec des startups. Tu vois, donc en discutant comme ça, là, ils arrivent un peu à te cerner. Si j'étais juste là et j'aurais pas eu des conversations, j'aurais pas essayé de faire travailler ou me faire connaître, j'aurais été classée Reiso, l'interprète, Reiso, la MC. Et peut-être qu'on ne serait pas venu vers moi pour ce projet-ci. Et pour ce projet-ci, franchement, ce qui m'a vraiment intéressé là-dessus, et c'était une des conditions aussi pour travailler. Pour une fois, on avait les fonds. Parce que je pense qu'on a beaucoup de programmes de renforcement de capacités, d'accompagnement, etc. Et ce que j'avais vu, c'est qu'on avait beaucoup de jeunes qui devenaient de plus en plus frustrés parce qu'ils sont là, ils sont très éduqués, ils sont diplômés, ils ont fait plein de stages, ils sont là à faire des formations, des renforcements de capacités. Et là, ils arrivent avec leurs idées. What's next? S'ils ne peuvent pas faire concrétiser cela sans des moyens financiers, bien sûr qu'il y a d'autres volets, c'est important, mais le volet financier aussi, on ne peut pas s'en passer. Mais ce programme-là, pour la première fois, il y avait les deux, en concertation. Et donc, à chaque fois qu'ils arrivaient à des milestones ou qu'ils arrivaient à
à certains de leurs livrables ou certains de leurs objectifs qu'ils devraient atteindre, là, il y avait un débloquement d'un certain pourcentage des fonds qui étaient disponibles. Et là, c'est comme ça qu'ils pouvaient avancer. Et c'est à partir de là qu'on a réellement vu des pépites. On a pu voir des applications, on a pu voir des personnes qui ont fait des tests marchés, on a pu voir des personnes qui ont fait leur premier levée de fonds, qui ont pu aussi avoir des clients. Tout ça en phase test, en phase d'accompagnement de projet. Et j'étais très contente d'entendre que là, ils veulent essayer de remettre ce programme en place, qu'on aurait d'autres cohortes. Et Inch'Allah, si j'ai la chance de encore travailler avec le CLE et le ministère, ravie, franchement, à 100%. Jusqu'à aujourd'hui, on garde toujours le contact avec ces entrepreneurs-là et on se partage les différentes opportunités. S'il y a quelque chose, j'essaie d'intervenir de mon côté et on se considère comme une petite famille. Qu'est-ce que tu penses dans l'échiquier, en fait, dans le milieu entrepreneurial du Djiboutien, l'écosystème? Est-ce que c'est parce que l'écosystème est fragmenté qu'on ne voit pas les opportunités qui sont là, ou est-ce que c'est les entrepreneurs qui ne sont pas prêts à saisir les opportunités en réalité? Je pense que ça peut être un mix, un petit peu une petite combinaison. Ouais. Une combinaison de deux. Parce que d'un côté, oui, il y a un gros travail de mindset, de changement de mindset qu'il faut faire. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on avait même constaté, et c'était d'ailleurs pourquoi j'avais fait appel à vous en 2020 pour during la semaine africaine de l'innovation, voilà. Il faut déjà que les personnes ils arrivent à croire et à être convaincus du fait qu'ils sont capables et qu'ils n'ont pas besoin de demander la permission pour oser, pour essayer, pour tenter quelque chose. Donc de un, il faut le croire. De deux, il faut faire la paix avec la faillite. C'est sûr et certain, il y aura quelque chose qui ne va pas fonctionner, c'est sûr et certain, tu vas tomber et retomber et retomber. Il faudra juste se relever et en tirer les leçons et apprendre. Parce que si tu n'aurais pas fait cet échec-là, c'est que tu n'aurais jamais essayé quelque chose. Donc je pense que ça fait juste partie du learning curve, on va dire. Donc vraiment ce changement de mindset-là, c'est très important. De l'autre côté, c'est vrai qu'au niveau institutionnel aussi, il y a beaucoup de fragmentation. Il y a souvent aussi des insuffisances, certaines faiblesses de capacité institutionnelle. Et ça, c'est un challenge aussi qu'il faut essayer de résoudre à plusieurs fronts. C'est pas quelque chose que le secteur public à lui seul pourra résoudre. Je pense que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat, il y a plusieurs volets. Bien sûr, il y a le volet pour les PME, qui est la base fondamentale de notre économie. Mais si on veut créer de l'espace pour faire en sorte que nous avons un environnement qui est propice pour les startups, donc là, il faudra voir les choses autrement. Parce que pour les PME, on sait que leur croissance est assez linéaire. Lorsqu'on parle de start-up, c'est exponentiel. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en avant. Dernièrement, le Startup Act et également le code numérique. Ce sont des lois, certes, mais maintenant, il faut également faire le travail de bouger. Il faut que le secteur privé se mobilise. Il faut que les associations aussi d'entrepreneurs se mobilisent. Il faut qu'il y ait aussi la société civile vraiment qui joue un rôle pour, un, faire le plaidoyer, pour qu'ils comprennent, de deux, et d'avoir des alliés, pour avoir le maximum de parties prenantes qui sont d'accord, qui sont et qui veulent faire valoriser ce qui est dans le Startup Act, ce qui est dans le code numérique, et ce qui va en conséquence bénéficier toutes les nouvelles sociétés et entreprises qui vont émerger, particulièrement ceux qui sont dépendantes à la technologie, ceux qui sont dans l'innovation et ceux qui ont une capacité exponentielle de croissance. Ok, donc si on regarde un peu d'une façon un peu plus pointue, on peut dire que les opportunités sont là, mais tout simplement parce que
l'écosystème qui est fragmenté, les jeunes entrepreneurs qui ne sont pas préparés à vraiment voir, saisir, connaître, identifier les opportunités aussi, fait que les opportunités disparaissent sous les yeux de tout le monde. Donc, comment on peut faire en sorte que les opportunités puissent être vues, saisies par ces jeunes entrepreneurs? Changement de mindset, tu viens de le dire, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs aussi qu'il faut inclure pour que ça doit être quelque chose qui est visible, qui est saisissable? Parce qu'aujourd'hui, peut-être, c'est loin par rapport à ce qu'on pense. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'ouvertures. Ouais. Toi-même, tu viens de dire, je participe à quelque chose, et en même temps, j'ai dit ce que je peux faire pour les gens. Et puis, donc ça, c'est des opportunités que tu vois, que tu as bien étudiées, que tu regardes. Autant quand tu vas quelque part, tu essaies déjà d'identifier là où tu vas, quelles sont les opportunités qui sont disponibles. Est-ce qu'il y a un travail que tu as fait sur toi-même pour que tu puisses avoir cette aptitude et cette capacité que tu pourrais partager? Je viens avec une expérience, on va dire, anglo-saxonne. J'ai grandi au Canada depuis que j'avais 1 an. C'est vraiment tout ce que j'ai connu. Et là-bas, il y a vraiment une grande importance sur... ils valorisent énormément le bénévolat. Ok. Donc, au tout début, on est tous jeunes, au lycée. On a quoi, 14, 15 ans, qu'est-ce qu'on sait de bénévoles? Tu vas aller dans ce qui te plaît, ce qui t'intéresse, même si c'est un centre communautaire ou si c'est avec une équipe de hockey, tu vas trouver une opportunité, tu vas faire du bénévolat. Tu fais du bénévolat et c'est de l'apprentissage. Et tu apprends. Là, tu apprends et énormément de compétences aussi qui sont transférables. Déjà, tu apprends l'assiduité, tu apprends à être présentable, tu apprends à communiquer, tu apprends à résoudre des problèmes, tu apprends à travailler en équipe. Il y a énormément de compétences, peut-être qu'on ne le réalise pas sur le tas, mais qui sont transférables pour d'autres choses. Et je pense que ce côté-là de bénévolat rappelle aussi un sens de civisme. Parce que beaucoup du bénévolat qu'on faisait, c'était continu, c'était pour des associations. Par exemple, des associations, c'était the Canadian Blood Services, le service canadien pour le don de sang. Et j'avais fait du bénévolat avec eux parce que je ne pouvais pas faire du don de sang. Un peu trop anémique. Le problème de beaucoup de Djiboutiennes. Et beaucoup en tout cas pour l'Afrique de l'Est, on a ce problème. Et je me suis dit, bon, alors si je ne peux pas faire un don de sang, qu'est-ce que je peux faire? Je peux donner mon temps. Et c'est comme ça. Et là, il fallait faire des activités, il fallait faire des événements, il fallait faire plein de trucs. Mais je pense que c'est ça vraiment qui a pu me forger, qui a pu me montrer que tout est possible. Il suffit juste d'aller demander à quelque part, hey, est-ce que vous voulez est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? Vous avez un besoin quelconque? Je peux vous apporter quelque chose bénévolement? Et c'est la première porte d'entrée. Maintenant, la réalité ici, c'est différent. Les personnes, il faut qu'ils quand même... Peut-être qu'on n'a pas cette culture de bénévolat. Mais je peux comprendre aussi qu'un jeune ou une jeune diplômée puisse avoir besoin d'abord de faire des rentrées. Ça, je peux le comprendre. La première opportunité de travail que vous avez, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas tout le monde qui va se lancer dans l'entrepreneuriat. Je dirais même qu'il faut avoir un petit peu de folie pour y rentrer, parce que des fois, tu te jettes et tu n'as peut-être pas toute la parachute qui va fonctionner. Cela dit, si l'entrepreneuriat les intéresse toujours, je conseillerais toujours d'avoir déjà un gagne-pain, d'avoir déjà une rentrée quelque part, et pour réduire un petit peu les risques. Et comme ça, à côté, vous essayez de faire, de travailler et d'y arriver. Je ne sais pas ce qui serait la solution magique pour totalement transformer l'écosystème. Mais je sais que ça va demander de l'effort de toutes les parties prenantes. Et ce n'est pas des retours qu'on va voir d'aussitôt. Hein. C'est un investissement minimum de 7 à 10 ans qu'il faut y mettre pour voir un retour dans cet écosystème-là.
Ok, bon, je vais faire une phrase, mais vous voulez compléter, d'accord? D'accord. Une opportunité, c'est? C'est un problème à résoudre. Le plus grand frein de j'aime d'aujourd'hui, c'est? La peur d'échec. Les réseaux, c'est? C'est une force. L'échec, c'est? C'est une leçon. Le succès, c'est? C'est une leçon aussi. C'est une leçon aussi. Ouais. C'est d'apprendre. Ouais, je pense pas qu'on arrive à une destination où c'est écrit succès. Jamais. Tu vas jamais arriver à une destination finale qui va te dire voilà, tu arrives à la fin de ton parcours et c'est le succès. Je pense qu'il y aura toujours des nouveaux objectifs. On va toujours redéfinir ce qu'est le succès pour nous. Peut-être que d'autres personnes, en vous regardant, ils vont se dire ah ben Mahmoud, il est arrivé au sommet du succès. Pour moi, c'est ça le succès. Peut-être que pour vous, vous allez vous dire ah non, je suis encore très loin de mes objectifs. Donc, dans les deux cas, que ce soit l'échec ou le succès, je pense que c'est juste une leçon. L'important, c'est de tous les jours de cheminer, on va dire, marcher sur le chemin qu'il faut. Il faut juste avoir cette ténacité-là, de rester sur ce parcours-là. Les challenges pour toi aujourd'hui, c'est quoi? Les challenges pour... Bon, je vais parler de ma boîte, pour Harry Consulting. En premier lieu, je pense qu'on avait un petit challenge avec tout ce qui était ressources humaines, etc. Donc, une solution qu'on avait trouvée, c'était de travailler au lieu avec un pool d'experts, ou avoir des consultants sur des projets spécifiques, etc. Maintenant, le challenge que j'ai, c'est que de plus en plus, avec le conseil qu'on donne, on voit que beaucoup de nos clients font face à des challenges similaires. C'est plus les mêmes challenges au niveau de stratégie ou d'information ou d'accès, etc. Maintenant, c'est de trouver les bons partenaires, soit pour faire des joint ventures, soit c'est pour faire des levées de fonds, soit c'est pour s'assurer qu'ils sont éligibles pour un fonds ou un prêt, etc. Donc maintenant, le challenge que j'ai, c'est comment transformer maintenant ce cabinet de gestion de projet et de conseil stratégique en maintenant un cabinet peut-être de conseil financier et de levée de fonds. Je pense que c'est là où maintenant où on va vers là. Et ça découle des expériences des 4 dernières années qu'on a eues, les retours qu'on a eus, les nouvelles opportunités qu'on voit. Il y aura toujours des nouvelles opportunités. Et vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de changer de direction stratégique, vous avez le droit de tester de nouvelles choses. Donc ça, c'est un petit challenge qu'on a actuellement, mais c'est un bon challenge à avoir. Et j'ai vraiment hâte, parce que là, je pense qu'on va faire ramener des personnes assez intéressantes et on va se focaliser sur d'autres projets assez intéressants aussi. Très bien. Est-ce que tu penses que ceux qui saisissent les opportunités sont ceux qui se sont préparés toujours, qui sont prêts à saisir? Ou est-ce que tu penses, est-ce que c'est possible qu'une opportunité peut passer alors que tu n'étais pas préparé? Saisissez l'opportunité même si vous n'êtes pas prêt. Parce que si on se dit je vais attendre jusqu'à ce que je sois prête, je vais attendre jusqu'à ce que, il y a quelqu'un d'autre qui ne va pas attendre jusqu'à ce que. Et guess what, c'est cette personne-là qui va avoir l'opportunité. Mettez-vous en avant, même si vous n'avez pas toutes les compétences, même si vous ne vous sentez pas prêt. Je ne vous dis pas non plus d'aller complètement hors sujet et d'essayer de dire que vous allez faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire du tout. Pas du tout. Mais se sentir prêt, je pense que ça, il faut le mettre de côté. Ça fait partie ça va juste faire travailler les doutes, ça va faire travailler... Vous avez une opportunité, vous avez les compétences, sinon vous pouvez trouver les compétences, vous pouvez vous faire entourer des experts qui s'y connaissent mieux là-dedans, vous pouvez faire une soumission, vous pouvez participer à cela, allez-y. N'attendez pas à ce que vous soyez à 100% prêt, que vous ayez toute l'expérience au monde. Sinon, comment vous allez acquérir des expériences? Est-ce qu'il y a une opportunité que tu as laissé passer et que tu regrettes aujourd'hui? Il y a énormément d'opportunités que j'ai
que j'ai laissé passer, ou que tout simplement j'ai pas suivi, ou que j'ai pas cherché à capter, je ne peux pas dire que je regrette. Parce que aujourd'hui, plus que jamais, je me sens profondément dans mon... je veux dire, en soi, je me sens sereine. Je sens que je suis vers la voie que je devrais être. Je sens qu'il y a une certaine... ma raison, on va dire, tous les jours. Je la vois et j'arrive à y achever tous les jours. Alhamdulillah. Je ne peux pas dire que j'ai des regrets par rapport à ça. Je pense que j'aurais pu avoir une vie très différente. J'aurais pu vivre dans d'autres pays, ça c'est sûr. Il y avait beaucoup d'opportunités ailleurs. Mais oui, je pense que le regret, c'est pas quelque chose qu'on devrait le garder dans notre vocabulaire de tous les jours, de toute façon. Quel est le prochain saut de Resso? Elle va rester sur le cabinet de conseil ou elle voit déjà quelque chose d'autre? Je pense que le prochain saut pour Resso, c'est de comment faire le pont entre l'expertise de la société, ce qu'on veut faire, les levées de fonds qu'on veut faire pour les clients, et comment est-ce qu'on peut faire bénéficier cela pour les entreprises émergentes et les startups. Je pense que c'est ça même qui m'avait attiré pour le programme de Startup Djibouti. Avec Arrêt Consulting, on travaillait avec des grosses boîtes, etc. Et là, j'ai l'opportunité de faire un accompagnement avec des jeunes entrepreneurs de la phase idéation à la phase de quelque chose de produit. Quand je vous dis idéation, c'est vraiment au niveau de l'idée. Hein. Lorsqu'on avait fait le bootcamp de 3 jours, il y avait des personnes qui ne savaient même pas ce que ça voulait dire startup. Quand on leur demandait des choses comme business plan, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'ils n'ont pas certaines compétences, peut-être pas certaines connaissances dans des terminologies spécifiques, qu'on ne peut pas vite combler cela avec juste des formations, et c'est tout. Donc ça, c'était beaucoup plus intéressant. Donc je me suis dit, bon, s'il y a des sociétés privées assez corporate qui peuvent bénéficier de nos services, ben, ça fait vraiment plaisir aussi de voir que des sociétés, des entreprises émergentes peuvent en tirer profit. Ouais. Très bien. Pour clore, quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui vont regarder ce podcast? Pour ceux qui sont intéressés à l'entrepreneuriat ou pas, c'est quand même important de savoir comment identifier les opportunités, de savoir quelles sont vos propres forces et faiblesses, de voir quels outils que vous avez dans votre boîte à outils, de se créer un réseau et de faire travailler aussi ce réseau-là, de partager aussi avec ce réseau quelles sont vos ambitions et ce que vous voulez faire plus tard, parce que vous ne savez jamais qui peut écouter et qui peut faire réaliser aussi ces objectifs-là avec vous, et de retenir toujours les 3 mots du début. Il faut avoir de l'audace, et il faut rester curieux, et surtout il faut avoir de la ténacité. Merci Resso, c'était un plaisir de te recevoir chez nous, Yanni Podcast, ouais, plaisir partagé. Et au sein du Clé, le lieu de la jeunesse, le lieu de l'entrepreneuriat, le lieu de l'innovation et du leadership. Et à vous, nos chers téléspectateurs, auditeurs, auditrices, nous vous retrouverons à une prochaine émission. D'ici là, je vous dis merci beaucoup. Merci.